Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition des figures marquantes de notre histoire. Alors, pour cette sixième saison, nous consacrons chacune de nos éditions de cette sixième saison à des hommes et à des femmes qui ont défendu ou qui ont incarné l'idéal de la liberté, évidemment un idéal qui s'est décliné de toutes sortes de façons. La grande figure de ce soir, elle est née à Saint-Hyacinthe, foyer du libéralisme, donc en 1881, et est décédée à Westmount en 1962. Télesphore Damien Bouchard a été toute sa vie un grand défenseur des libertés individuelles, ce qui a fait en sorte que pour un homme de sa génération, défendre les droits individuels, défendre l'autonomie de l'individu, c'était entrer en conflit frontal avec un certain nationalisme, le nationalisme par exemple de Henri Bourassa, sa tête de Turc de ses jeunes années, ou encore le nationalisme de l'ordre de Jacques Cartier, une association secrète assez influente qu'il a souvent dénoncée d'ailleurs durant sa longue carrière politique. Défendre les libertés individuelles et l'autonomie des individus, c'était aussi entrer en collision frontale avec une Église, avec les dogmes d'une Église qui s'opposait à l'instruction obligatoire jusqu'en 1943, date où ça a été décidé, et qui s'opposait aussi, on le sait, au droit de vote des femmes, qui a été adopté en 1940. Télesphore Damien Bouchard a une longue carrière qui n'a rien d'un long fleuve tranquille. Il s'est fait connaître comme journaliste, il a été directeur de journal à 22 ans. Il s'est aussi fait connaître comme un acteur très important du monde municipal. Il a été maire de Saint-Hyacinthe pendant 25 ans. Il a été un fondateur, un pionnier de l'Union des municipalités du Québec. Il avait des idées réformistes et assez avant-gardistes sur le milieu municipal de son temps, d'ailleurs. Ensuite, il a été député, ensuite et en même temps, dans son cas, parce qu'on pouvait souvent cumuler les deux postes. Il a été député et ministre libéral titulaire de plusieurs portefeuilles, président de l'Assemblée législative. Il a été le premier chef de l'opposition à l'Assemblée législative de Maurice Duplessis. Tout séparait, tout opposait ces deux politiciens au point de vue des idées. Il a ensuite été ministre du gouvernement d'Adélard Godbout, qui a adopté, on le sait, des réformes structurantes importantes qui, presque, on pourrait dire, annonçaient la Révolution tranquille. Il est nommé sénateur. Il est le premier président d'Hydro-Québec, fondé en 1944. Il est nommé aussi sénateur. Il va prononcer un discours assez controversé qui va un peu entraîner sa chute. Nous en reparlerons. Donc, pour nous parler de cet esprit libre, de ce brasseur d'affaires, de cet entrepreneur aussi, nous n'en avons pas parlé, mais ça a été important dans sa carrière, pour nous parler aussi de ce politicien coriace, nous avons invité un historien, spécialiste de l'histoire urbaine, professeur à l'Université de Sherbrooke, auteur d'un ouvrage paru aux éditions du Boréal en 2019 qui s'intitule « Autonomie, unité, démocratie, une histoire de l'Union des municipalités du Québec ». Me fait plaisir d'accueillir M. Harold Bérubé. Bienvenue. Merci. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. J'ai devant moi, je pense, une des seules biographies, si je ne m'abuse, d'un certain Frank Gutman, une biographie qui a été consacrée, qui a été écrite en anglais, qui a été traduite aux éditions HMH. Et le titre est assez troublant. The Devil from Saint-Hyacinthe. Ça, c'est le titre en anglais. Je ne sais pas je me souviens plus du titre en français. C'est le diable de Saint-Hyacinthe. C'est le diable de Saint-Hyacinthe, rien de moins. Est-ce que nous allons parler du diable ce soir, Harold Bérubé? Selon ses ennemis, oui. Télesphore Damien Bouchard n'est pas une figure diabolique. Je ne vais pas vous présenter un monstre ce soir, mais il tient des idées, des discours qui ne plaisent pas aux éléments les plus conservateurs au sein de l'Église. Donc, clairement, aux yeux de cette frange plus conservatrice, il est un personnage, disons, satanique. Le personnage que je vais vous présenter ce soir, justement, n'est pas un monstre, c'est un réformiste. C'est quand même un batailleur. Je pense que la métaphore serait plus appropriée si on voulait prendre l'image du diable dans l'eau bénite. C'était quelqu'un qui réagissait assez fortement lorsqu'il était contrarié, lorsqu'il faisait face à ses ennemis, donc un tempérament bouillonnant, disons. Oui. Alors, je disais dans l'introduction, on en reparlera, qu'il s'est opposé farouchement à l'ordre de Jacques Cartier. Oui.
Est-ce que lui-même était un franc-maçon? Bonne question. Est-ce que ses adversaires le disaient, je crois? Oui, même dans ses mémoires, il en parle Ouais. un peu. Ça semble avoir été comment dire, une fréquentation de jeunesse. Ça semble pas avoir coloré de manière significative son parcours, mais c'est une rumeur que vont entretenir ses ennemis avec plaisir, puisque la franc-maçonnerie également présence satanique aux yeux Oui. d'un certain clergé à Oui, l'époque. tout à fait, tout à fait. Ce qui est intéressant avec Bouchard, avec T.D. Bouchard, c'est comme ça qu'on l'appelait, je Oui. pense, de son vivant. Oui, mais des fois, tout simplement Damien. Je pense que le télésphore n'était pas particulièrement Oui, populaire. d'accord. Donc, ce qui est intéressant avec lui, c'est que dans notre mémoire collective, vous serez d'accord pour dire que on a l'impression qu'avant 1960, il y en a que pour une forme de clérico-traditionnalisme, un nationalisme très bien classé, disons, dans une certaine droite conservatrice. Mais l'existence même de ce personnage tente à montrer qu'il y avait une sorte de diversité, de débat dans ce Canada français d'avant. Ah oui, absolument. S'il y a une figure qui incarne cette diversité idéologique, c'est bien Bouchard, parce que d'une certaine manière, pour moi, il est un peu le fil conducteur, en simplifiant un peu, entre à la limite les patriotes, ou en tout cas le rougisme et la Révolution tranquille. Il est une sorte de pont entre les deux, c'est-à-dire qu'il est l'héritier d'un libéralisme plus radical, anticlérical. Expliquez-nous le rougisme. Oui, juste un petit rappel. donc les patriotes, les rébellions, l'échec des rébellions, c'est pas la disparition des idées donc des patriotes. Et donc l'idée d'un libéralisme anticlérical, républicain. Bouchard n'est pas républicain, mais c'est dans le rougisme. Donc cette idée de l'anticléricalisme, l'amour du progrès, la volonté de se défaire de l'obscurantisme, etc. Donc c'est très présent, donc ce rougisme, donc un libéralisme plus radical. Et c'est un libéralisme qui disparaît à mesure qu'on approche, en tout cas on assume qu'il disparaît à mesure qu'on approche de la fin du 19e siècle. Et la figure de Laurier est souvent présentée comme la personne qui va, disons, étouffer jusqu'à un certain point le rougisme pour rendre le Parti libéral plus fréquentable, et donc se présenter comme, justement, on n'est pas les diables de Saint-Hyacinthe, d'Ottawa ou de Gatineau. On peut être un bon chrétien, un bon patriote. Et un bon libéral. Et un bon libéral, exact, surtout. Exact. Ouais. Et donc, le rougisme est le versant plus réformiste, plus radical de ça, et Bouchard en est l'héritier. Donc, il va porter cette tradition-là au-delà de sa mort annoncée, si on veut, vraiment jusqu'à dans les années 40-50. Et lorsque la Révolution tranquille arrive, Bouchard va vivre brièvement pour en voir ses débuts. On peut presque le voir comme quelqu'un qui transmet donc un peu la torche. Donc, il illustre le fait, effectivement, que ce libéralisme réformiste est encore là et pas marginal. Hein. On parle d'un ministre, d'un député, d'un maire, d'un sénateur. Donc, il n'est pas une figure qui est marginalisée à cause de ses idées radicales. Il est quelqu'un, au contraire, qui il joue du coude pour se défendre, mais qui est capable d'obtenir des positions assez enviables et d'avoir une carrière publique importante, tout en s'écartant considérablement des principes du clérico-nationalisme. Alors, il est né à Saint-Hyacinthe. C'est très important, là. Très, très important. Il faut s'attarder à la ville de Saint-Hyacinthe, à la région de Saint-Hyacinthe, pour essayer de comprendre, justement, au niveau des idées, pourquoi ça a son importance. Ça peut surprendre des gens qui ne connaissent pas l'histoire de Saint-Hyacinthe. Oui. Quand on pense à Saint-Hyacinthe aujourd'hui, on ne pense pas au foyer de la contre-culture ou quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce que Saint-Hyacinthe à la fin du 19e siècle? Donc, Bouchard naît en 81. Il est né à Saint-Hyacinthe. Écoutez, c'est une ville quand même d'assez bonne taille, là, au tournant du 20e siècle, 9-10 000 personnes. C'est un centre de service important pour la région, donc une région essentiellement agricole. Ça commence à être une ville industrielle, beaucoup les métiers du cuir, la chaussure, ce genre de choses-là. Mais surtout, c'est effectivement un foyer libéral. C'est dû en bonne partie à la présence d'un seigneur en particulier, Louis-Antoine Dessaulles. Donc, Louis-Antoine Dessaulles, qui est-il? C'est le neveu de Louis-Joseph Papineau. Donc, c'est un seigneur donc, qui est basé à Saint-Hyacinthe, mais c'est un seigneur qui, lui, a embrassé les idées des Lumières à fond. C'est quelqu'un, l'anticléricalisme, le républicanisme, il en est. Après les rébellions, il va être un animateur important de l'Institut de Montréal, l'Institut canadien de Montréal, donc où on brasse ces idées-là. C'est un point important, justement, des discours de ce rougisme dont on parlait. Et bon, Louis-Antoine Dessaulles meurt en 85, mais l'héritage des Dessaulles vit, notamment son frère, Georges Casimir, va rester dans les parages. Écoutez, il meurt en fonction comme sénateur à 102 ans. Là, donc, il est là pendant un petit bout. Il va être un proche de Bouchard. La région, écoutez, Honoré Mercier était député de la région. Il y a une tradition de libéralisme très forte, à la fois sur le plan idéologique, sur le plan politique. Il n'y a pas beaucoup de députés bleus à l'époque. Il va en avoir quelques-uns. Mais donc, c'est une région où le libéralisme est bien enraciné, à la fois sur le plan partisan et sur le plan idéologique. On est habitué d'avoir ce genre de discours-là, si bien d'ailleurs que les évêques qui siègent au siège épiscopal de Saint-Hyacinthe sont souvent plus libéraux que conservateurs. Donc, vraiment un foyer de libéralisme très important. Oui, en effet. Et même encore aujourd'hui,
J'entends souvent l'animateur de radio bien connu dans la région de Montréal, qui est Paul Arcan. Oui. Mais il vient de la région de Saint-Hyacinthe. Et des fois, je trouve que par sa façon de voir le monde, non, mais Oui, il y a un certain absolument. libéralisme, une certaine hostilité à toutes les idées. Bon, alors, il y a des échos. il y a quelque chose qui reste de ça. Alors, parlez-nous de sa famille, de ses parents. Qu'est-ce qu'on sait? Il est d'origine assez modeste, Ouais. il faut le dire. Donc, son père, Damien Bouchard, va avoir commence comme simple ouvrier. Il va être garçon de bureau, d'ailleurs, pour Honoré Mercier, très brièvement, dans sa jeunesse. Il va quand même s'élever. Il travaille dans les métiers du cuir. Il va être contremaître. Il préside le chapitre local des Chevaliers du Travail, qui est un des premiers syndicats qu'on retrouve au Québec à l'époque. C'est un organisateur libéral à ses heures. Et il va se lancer en affaires. Donc, en 1890, il rachète le commerce d'un ami. Donc, il y a une sorte d'ascension sociale. Et il étudie le soir. Donc, c'est quelqu'un qui va améliorer son sort, qui croit quand même justement un certain libéralisme économique cette fois-ci. Et donc, il va s'élever comme ça. Donc, lorsque Bouchard est jeune, donc son père est devenu commerçant, une petite notabilité, si vous voulez, locale, malgré les origines ouvrières qui persistent. Donc, ça, c'est important. De part et d'autre également, il faut le dire. Donc, si on remonte un peu plus haut là, du côté de son père et de sa mère, qui connaîtra très peu là, quand même meurt lorsqu'il a 5 ans. Mais ce sont deux familles très rouges, très libérales et justement vraiment du versant plus réformiste radical. Donc, il est abreuvé de ce discours-là dans sa jeunesse, de part et d'autre, donc de sa famille, de ce fameux libéralisme. Et est-ce que son père a pensé se présenter en politique? Son père, non, n'a pas pensé se présenter en politique, mais justement est impliqué. Proche, ouais. Il est un organisateur de terrain. Il travaille pour les différents candidats. En fait, c'est pas difficile de supposer que c'est à travers lui que Bouchard, lui aussi, va être très rapidement, à 17-18 ans déjà, là, il participe à des assemblées publiques, donne des discours dans les paroisses environnantes. Donc, assez rapidement, son père le fait entrer, si on veut, là, dans le réseau local des libéraux. Et quelle est la formation de Télésphore Damien Bouchard? Oui, c'est donc son père croit beaucoup à l'éducation. Visiblement, il va beaucoup miser sur T.D. Bouchard. C'est une famille nombreuse? Oui, il a, en fait, je me souviens, il a 2 frères. Son plus vieux, Émile, justement, son père va l'enlever de l'école pour l'amener travailler avec lui. C'est souvent le cas, oui. Oui, et clairement, donc il va plutôt investir sur Télésphore Damien à l'école. Donc, il va étudier à l'Académie Giroir. Il va passer au séminaire donc, de Saint-Hyacinthe, où il est apparemment un étudiant brillant. Apparemment que c'est un très bon étudiant. On peut imaginer qu'il fait les lectures desquelles on s'attendrait pour un jeune séminariste. À l'époque, d'ailleurs, il va flirter avec un certain nationalisme plus conservateur. Il écrit même apparemment une pièce de théâtre sur les rébellions de 37-38 qui va ensuite un peu désavouer par la suite. Les écrits de jeunesse, c'est dangereux. Exact. Et c'est la dernière année au séminaire là, que les choses vont commencer un peu à dégénérer. Il commence à beaucoup travailler dans le monde du journalisme. Clairement, ça nuit à ses études, donc il va se détourner un peu. Il avait prévu commencer des études en droit à Montréal. Tout ça n'aboutira pas. Il est maintenant devenu là, quelqu'un qui s'investit corps et âme là, dans le journalisme. Justement, parlons-en. C'est étonnant hein, quand on lit la recherche sur cette période-là, à l'époque du jeune Bouchard. Oui. Il y a une presse dynamique. Parlez-nous un peu de ce milieu de la presse à l'époque, au tournant du 20e siècle, en général, mais plus particulièrement à Saint-Hyacinthe. À quoi ça ressemble? Commençons par le portrait général. Hein. On est vraiment dans une période de transition importante pour l'histoire de la presse au Québec puis en Amérique du Nord en général. Donc, durant le plus gros du 19e siècle, la presse, c'est une activité un peu artisanale sur le plan économique. La presse est d'abord dirigée vers un tout petit groupe, là, les élites, lettrées surtout. Et c'est une presse de combat, c'est une presse polémique. Hein. Donc, les journaux s'identifient clairement à un parti politique. Et ça, c'est vrai au Québec, ailleurs au Canada. Ils sont financés par les... Oui, exact. Ce sont des journaux de parti, dans le fond. Donc, on est rouge, on est bleu, on est démocrate, républicain. Et là, donc, ça donne une presse qui est très vociférante. Hein. C'est une presse de combat, il y a un peu d'information, un peu de publicité, mais essentiellement, on démolit l'adversaire. C'est un peu les réseaux sociaux pour l'époque. Donc, à la fin du 19e siècle, tout ça commence à s'effacer un peu, c'est-à-dire qu'on entre dans l'ère de la presse à grand tirage. Donc là, on veut vendre du volume, on ne veut pas déplaire à un certain électorat. Donc, surtout les grands journaux métropolitains, la Presse, la Patrie, le Star, la Gazette, on commence à atténuer un peu ce bruit partisan, puis on essaye d'être plus objectif et tout ça. Et on va vers les faits divers. Oui, on a reçu Jean-Philippe Warren qui nous présentait le fondateur de la Patrie, hein, Honoré Beaugrand. Oui. C'est fascinant, hein? C'est un modèle d'affaires nouveau. Oui, exact. C'est ça.
La différence, c'est que dans des petites villes comme Saint-Hyacinthe, puis à l'extérieur des grands centres, cette transition-là se fait plus tardivement. Donc, ce n'est pas encore le cas à Saint-Hyacinthe, ça va prendre un certain temps avant que ça le soit. Donc, on est encore à l'époque de la presse de combat et de combats très féroces dans le cas de Saint-Hyacinthe. Donc, si on regarde Saint-Hyacinthe, plus spécifiquement, 3 grands journaux à l'époque où Bouchard commence à faire ses classes. D'ailleurs, rapidement, il commence à La Lyre, qui est le journal du séminaire de Saint-Hyacinthe, donc journaux étudiants. Mais très rapidement, il se fait recruter comme correspondant pour La Presse et La Patrie. C'est une pratique courante des grands journaux métropolitains. On se trouve des correspondants un peu partout. Ils ne sont pas très bien payés, mais ils relaient de la nouvelle. Donc, c'est comme ça un peu qu'il fait ses premières armes, ses premières classes. Il commence aussi à intervenir avec des textes un peu plus musclés dans le cadre des débats d'idées qui traversent la société québécoise. Mais donc, Saint-Hyacinthe. Donc, 3 journaux. Le premier, donc la Tribune, donc du côté, disons, libéral réformiste, pas réformiste, pardon, centriste. Donc, c'est les libéraux un plus modérés. C'est un journal libéral qui est également près des milieux cléricaux, qui ne veut pas trop fâcher les nationalistes. Donc, on est au centre, si on veut. Fait qu'on a ce point de repère. À droite se trouve le Courrier de Saint-Hyacinthe. Ça, c'est l'organe conservateur. Dans lequel a écrit Honoré Mercier à une certaine époque. Oui, exact. Et plus tard, c'est l'écrivain Harry Bernard qui va piloter ça et qui va être un redoutable adversaire de Bouchard, là, qui sont constamment en train de s'invectiver, de se poursuivre en justice, d'ailleurs en diffamation. Donc, le Courrier, c'est l'organe conservateur, c'est l'ennemi juré du point de vue de Bouchard. Et là, de l'autre côté complètement, il y a l'Union. L'Union, c'est le journal rouge, plus radical. Plus proche de La Patrie, par exemple. Oui, exact, tout à fait. Donc, ce sont les 3 journaux qui sont en place, si on veut. Et justement, donc, le débat est très féroce entre les 3 organes de presse. Là, on imagine, c'est une toute petite municipalité. Oui, tout le monde se connaît, absolument. Une toute petite municipalité, 3 journaux, tout le monde se fait la guerre. Exact. Oui, puis il faut dire que les 2 journaux libéraux sont presque plus durs l'un envers l'autre qu'avec le Courrier. C'est souvent ça. Hein? Oui, exact. Et donc, où est-ce que Télésphore Damien Bouchard va se faire une niche là, dans tout ça? C'est assez impressionnant la vitesse à laquelle les choses vont aller. Donc, il va d'abord être embauché à la Tribune comme rédacteur, comme journaliste. Il ne sera pas là très longtemps. Donc, on est en 1899. 1 an plus tard, il est déjà passé donc, à l'Union. Et 2 ans plus tard, il devient rédacteur en chef et propriétaire de l'Union. Il a 22 ans. Il est maintenant propriétaire de l'organe libéral radical donc de Saint-Hyacinthe. Il va garder donc, le journal jusqu'au milieu des années 50. Il ne faut pas l'oublier, ça. Donc, je vais vous parler de Bouchard, le maire, le député, tout ça. Pendant toute cette période-là, il demeure propriétaire d'un journal local dans lequel il écrit constamment. Donc, il faut imaginer, à l'époque, la notion de conflit d'intérêts ou de séparation comme ça ne s'applique pas. Donc, on est constamment en train d'utiliser, dans le fond, toutes les plateformes qu'on peut utiliser là, pour porter son discours. Et donc, Bouchard... C'est un mot très contemporain, ça, plateforme. Hein? Oui, exact. mais vous avez raison. Oui. Et ça montre aussi son petit côté entrepreneur, hein? Homme d'affaires. Parlons-en un petit mot là-dessus, peut-être. Oui, tout à fait. Juste avant d'en parler, une toute petite parenthèse avant pour juste revenir sur le caractère bouillonnant du personnage. Donc, c'est quelqu'un qui... C'est un bagarreur de rue jusqu'à un certain point dans ses textes en politique. C'est beaucoup à cause du journalisme. Juste rappeler que justement la férocité des débats dans les journaux le prépare à devenir un orateur redoutable et parfois justement assez brutal. Mais oui, parlons de Bouchard, l'entrepreneur. Donc, c'est un propriétaire de journal. Il faut le dire, c'est un libéral aussi sur le plan économique. Oui, c'est ça. C'est un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui croit au capitalisme, assez hostile aux syndicats d'ailleurs. Il va y avoir une sorte de grosse grève des journaux en 1904 à Saint-Hyacinthe et Bouchard là, se montre assez dur. Il n'aime pas l'idée du syndicalisme. Il est très individualiste, très méritocratique. Il faut travailler dur pour obtenir quelque chose. Donc, il n'est pas, par exemple, au-dessus de demander de l'aide à ses amis et au réseau qu'il va commencer à tisser justement dans la nébuleuse libérale. Il faut dire d'ailleurs qu'il va également être un promoteur immobilier redoutable, c'est-à-dire que notamment, donc c'est quelqu'un qui a des origines assez humbles et pour lui, l'avancement social va être important, sa sécurité financière va être importante et va l'amener à prendre des décisions qui sont plus dictées par des considérations économiques, s'assurer d'être capable de payer les factures et de vivre confortablement. Et justement, donc, une des premières manœuvres qu'il va faire, il est alors greffier de la ville de Saint-Hyacinthe. Il est bon ami avec Georges Casimir Dessaulles, donc de la famille seigneuriale, qui veut se défaire de ses dernières terres. Donc, Bouchard va s'offrir, va racheter tout ça à petit prix, dans des circonstances
un peu troubles, lotir tout ça, développer ça, et il fait une fortune. Et tout au long de sa carrière, il va être très attentif au marché immobilier local à Saint-Hyacinthe, et c'est un promoteur. C'est un promoteur immobilier habile, efficace. Et écoutez, en même temps, il est maire de la ville. Il est, en tout cas, c'est l'époque. C'est l'époque, mais bon. C'est l'époque, mais on va le voir plus tard. Bouchard est quand même un homme politique intègre pour les normes de l'époque, très intègre. Ouais. Et je dirais, il y a un homme politique américain, George Plunkett, à la fin du 19e siècle à New York. Lui faisait la différence entre ce qu'il appelait honest graft et dishonest graft. Donc, ce qu'il voulait dire, c'est que d'un côté, profiter d'informations privilégiées pour profiter un peu. Pour lui, c'était correct. C'était honest graft. Ce qu'il ne fallait pas faire, c'était piger dans les comptes publics, mentir, cacher des choses. Là, on était dans le... Donc, Bouchard va être confortable avec le honest graft. C'est ça. Chacun formule son éthique. Exact. Oui. Un mot vraiment rapide sur sa vie personnelle. On en a parlé tout à l'heure. Vous vouliez dire un petit mot là-dessus? Oui, bien rapidement. Je ne veux pas trop entrer dans ses affaires de cœur, mais donc, il épouse au début du 20e siècle donc Marie-Blanche Corona Cusson, donc avec qui il va être en amour et tout ça, mais elle a rapidement des problèmes de santé très importants. Et ils vont avoir 3 enfants. De ces 3 enfants-là, il y en a une seule qui survit, sa fille Cécile Héna Bouchard. Et c'est juste important de souligner que donc, sa femme a des problèmes de santé importants et peu à peu, sa fille va un peu se substituer à sa mère pour l'appuyer comme secrétaire, comme assistante. Et c'est fascinant de voir, elle va vraiment être un peu sa compagne lorsqu'il est ministre de la Voirie, lorsqu'il voyage dans le cadre de ses activités comme élu municipal. Il y a des photos justement de elle et lui là, sur des chantiers en Abitibi et tout ça. Elle va s'engager durant la Deuxième Guerre mondiale, relayer un peu les positions de Bouchard. Donc, elle est très présente. C'est quand même important de le souligner. C'est une assistante, oui, c'est une adjointe, c'est une confidente. Oui. Alors, un mot sur sa carrière au municipal, parce qu'en plus, on a avec nous un spécialiste de l'histoire. On n'en a pas beaucoup parlé dans notre série des figures marquantes de ce monde municipal qui est si important, cette démocratie locale. Alors, un mot sur le fait qu'il a été justement un maire de Saint-Hyacinthe pendant de nombreuses années et un pionnier de l'Union des municipalités du Québec. Parlez-nous de sa vision peut-être un peu avant-gardiste des municipalités, du rôle que doivent jouer, à ses yeux, les villes modernes au 20e siècle. Oui, tout à fait. Donc, écoutez, le monde municipal québécois, au début du 20e siècle, c'est un monde fait de grandes inégalités, c'est-à-dire que les municipalités ont des pouvoirs théoriquement relativement limités. Ils doivent s'occuper de que les routes soient déneigées, asphaltées et qu'il n'y ait pas d'émeutes au centre-ville, donc l'ordre, le bon gouvernement. Mais pour des gouvernements municipaux où il y a des élus ambitieux, audacieux, énergiques, il est possible d'aller plus loin, d'étirer l'élastique de manière assez significative. Et Bouchard est clairement un de ces hommes politiques-là. Et c'est ce qu'il va faire. Donc, assez rapidement, lui et ses alliés politiques vont se dire qu'avant d'aller faire le ménage à Québec, encore faut-il le faire dans notre cour. Donc, on va encourager Bouchard à s'impliquer en politique municipale. 1904, il parvient à placer quelques membres de son équipe, si vous voulez. Et 1905, à son tour, il est élu comme conseiller municipal. Il va rester là comme conseiller jusqu'en 1908. De 1908 à 1912, il est justement greffier de la ville. Et c'est un choix justement qu'il fait essentiellement pour des considérations pécuniaires. Les élus municipaux ne sont pas très bien payés à l'époque. Le greffier l'est beaucoup mieux. Donc, il va faire ça pendant quelques années, se retirer, devenir député provincial. Mais en 1917, on l'approche de nouveau pour qu'il devienne maire. Et là, il va devenir maire en même temps qu'il est député à Québec, un double mandat qui va rester légal jusqu'en 1980. Et là, il va être un maire vraiment hyper actif. Il est un homme municipal toujours au fait des dernières trouvailles en termes de technique, technologie, des génératrices à l'asphaltage, l'administration publique. Il connaît ses dossiers au bout de ses doigts et il va rester comme ça maire jusqu'en 1944, à l'exception d'une petite fenêtre là, où ses adversaires parviennent à le déloger au début des années 30. Et écoutez, déjà là, ses positions radicales se font sentir. Donc, dans ses principales réalisations, si on veut, il s'attaque aux exemptions fiscales. Et il y a deux types d'exemptions fiscales auxquelles il s'attaque. Les manufactures, les municipalités à l'époque donnent des exemptions aux entreprises pour les attirer sur leur territoire très généreusement. Bouchard n'aime pas ça. Tout le monde doit payer sa part. Et l'autre, ce sont les congrégations religieuses qui ne payent pas d'impôts sur leur propriété substantielle. Bouchard n'aime pas ça. Et on sent même qu'il y a un certain malin plaisir à tirer le diable par la queue dans ce cas-ci. Et donc, il va s'y attaquer. Donc, il s'attaque aux exemptions de manière assez féroce. Il améliore les services publics de manière considérable, beaucoup d'espaces verts et notamment la question de la municipalisation de l'électricité. Ça, attendons-nous un petit mot. Il faut dire un mot là-dessus. Alors, on vous écoute. C'était très avant-gardiste. Absolument. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'époque, beaucoup de services publics dans les municipalités sont assurés par des entreprises privées. Le chauffage, les transports en commun.
l'électricité, l'énergie. Donc, c'est des entreprises qui débarquent, qui signent souvent des contrats ridiculement généreux, là, des monopoles sur 50, 99 ans, toutes sortes de clauses, desquelles ils abusent, ils ont des bons avocats. Donc il y a vraiment généralement une offre assez mauvaise de services publics par ces entreprises privées qui ont les poches profondes, qui ont souvent l'oreille des politiciens, donc qui sont assez confortables. Pour Bouchard, ça ne fonctionne pas. Ça, comme je dis, c'est un capitaliste, mais c'est un capitaliste qui ne croit pas au capitalisme, disons, sauvage. C'est ça. Pour lui, il faut se battre contre les fameux trusts, les monopoles. Donc, lui va vraiment viser les monopoles dans l'électricité. Un libéralisme économique de PME, on pourrait dire. Oui, absolument, exact. Donc, il va lancer la bataille à Saint-Hyacinthe contre l'entreprise locale. Il va aller magasiner, écoutez, les génératrices en Allemagne, si je me souviens bien. Là. C'est quelque chose. Là. Il se renseigne en 1934, la ville a son propre réseau, production, distribution, etc. C'était une des premières villes qui avait ça? Oui, celle-là, Westmount, il y en a quelques autres. Ah oui. Mais c'est vraiment lui qui... écoutez, c'est quelque chose qu'il va... Toute sa carrière, il va frapper sur ce clou-là. C'est vraiment du point de vue d'un acteur municipal qui va participer aux travaux de la commission de la Pointe sur l'étatisation de l'électricité au début des années 30. Écoutez, il comparait pendant 18 heures non-stop. Là, apparemment qu'il a 1000 pages de notes avec lui. Écoutez, il suit la commission partout. Et je me souviens, c'est une anecdote qui m'a trop fait rire, c'est que donc il est toujours là dans l'assistance, il les traque d'une ville à l'autre. Et là, il y a un témoin qui ne peut pas se présenter. Écoutez, il se lève, il débarque avec ses 1000 pages, il dit, écoutez, je vais reprendre où j'avais laissé. Je vais être votre bouche-trou. C'est littéralement ce qu'on dit dans le PV. Et il continue. Donc, il va vraiment lutter pour ça toute sa carrière. Mais le fait d'être favorable au niveau municipal, est-ce que ça le rendait réfractaire au niveau provincial? Pas nécessairement. Ça s'explique par le fait que pour lui, c'est pas la nationalisation que le sage... Au sens national, hein? Exact. Ouais. Pour lui, c'est une question un peu de justice, c'est une question aussi de bon sens économique. Hein, lui, ce qu'il veut démontrer, d'ailleurs, aux auditions de la Commission de la Pointe, il ne veut pas qu'on l'accuse d'être un socialiste. D'ailleurs, il utilise le pape là, dans une métaphore un peu maladroite. Là, mais pour lui, c'est de montrer qu'il faut que les choses soient bien gérées. Il faut que chaque sou soit bien dépensé. Et ce qu'il montre, c'est qu'au niveau municipal, quand c'est géré par le public, c'est plus efficace, c'est moins coûteux. Donc, lui, c'est vraiment ça sa défense. C'est pas nationaliste, c'est plutôt justement du gros bon sens économique. Oui, puis il bien desservir le petit, là. Oui. Parce que les frais étaient très élevés, c'est ça les coûts. Je pense que ça revient un peu à ses origines ouvrières. Et pour lui, on ne pense pas encore au grand barrage dans le Nord. Donc, pour lui, il va de soi que s'il y a une instance qui doit s'occuper de ça, c'est le municipal. Les barrages sont dans les villes. Donc, les municipalités peuvent et doivent gérer ça. Et justement, donc, il est un des fondateurs, si je ne m'abuse, il est dans les pionniers de l'Union des municipalités du Québec. Et quel était justement son point de vue là-dessus? Comment voulait-il que les villes soient réformées? Ça incarne beaucoup encore là son progressisme et ses idées réformistes et radicales. Donc oui, 1919, il est un des cofondateurs. Lui et Joseph Beaubien, qui est maire d'Outremont, sont vraiment, je pense, les deux principaux fondateurs. Beaubien va être en quelque sorte le visage de l'Union. Il va être président pendant de longues années. Et Bouchard est le secrétaire trésorier. C'est le gars qui travaille en coulisses et qui s'arrange pour que les choses fonctionnent. Et pourquoi l'Union des municipalités du Québec? C'est notamment parce que le gouvernement québécois commence à regarder ce que les municipalités font après des années de négligence. Donc, 1918, on crée un département des affaires municipales. 1919, les municipalités se regroupent. Donc, il y a 2 ou 3 buts. Les municipalités veulent être capables de parler d'une seule voix, donc se réunir, veulent avoir un rapport de force avec Québec. Et là, Bouchard est la figure parfaite. Il est maire, il est député. Éventuellement, il va être ministre des Affaires municipales, en plus d'être en même temps secrétaire trésorier de l'Union. Donc, il est la courroie de transmission parfaite. Elle a aussi des tout petits conflits d'intérêts, mais enfin, passons. Et la troisième chose, quand même, c'est la notion de progrès. Bouchard est content de ce qu'il a fait à Saint-Hyacinthe. Il regarde le monde municipal québécois. Il voit des municipalités où il y a Faites comme moi. Oui, il n'y a pas de comptabilité. Il y a pas de, tout est géré tout croche. Il n'y a pas de personnel professionnel. Un partage d'expertise, au fond. Oui, exact. Donc, pour lui, l'Union, c'est une manière de moderniser le monde municipal québécois. C'est une cause importante pour lui. Et beaucoup de ses combats sont menés, non pas comme député ou ministre, mais à titre de maire. Donc, pour l'hydroélectricité, c'est vraiment de ce côté-là. Pour ce qui est justement de la modernisation, écoutez, ils vont en 1929 en Espagne, congrès pan-européen des élus municipaux. Il ramène toutes sortes de choses. Donc, il est vraiment très actif sur ce front. Il est à l'affût aussi de ce qui se fait ailleurs, c'est ça. Exact. Alors, vous disiez, il y a un côté progressiste chez Tédé Bouchard, mais là, quand il va être receveur pour la Ville de Montréal, c'est-à-dire que durant l'épisode, on va revenir, là, il va être ministre du gouvernement d'Adélard Godbout. On va le nommer parce que Montréal est en tutelle, ça ne va pas du tout à Montréal, puis on le nomme pour mettre de l'ordre.
et ça donne des drôles de résultats. Racontez-nous un peu. C'est un peu un des épisodes un peu sombres, peut-être de sa biographie. D'ailleurs, il n'en parle pas beaucoup dans ses mémoires. Écoutez, donc, il est Montréal est mis en tutelle. Les finances... Quelle année? Juste nous rappeler. Donc, on est en 1940. Ouais. C'est la deuxième fois que Montréal est mise en tutelle. C'est arrivé durant la Première Guerre mondiale. Et encore une fois, c'est que les finances de la ville donc, sont déficitaires. On ne voit pas comment on va s'en sortir. Donc, Montréal devient un peu ingouvernable. Donc, elle est placée sous tutelle. C'est la Commission des municipalités du Québec qui, en théorie, la gère. Mais Bouchard est un des hommes qui est chargé de réformer cette affaire-là. Et là, il va contribuer à la mise sur pied d'un gouvernement municipal montréalais vraiment étrange. Hein. Donc, ce qui est mis sur pied est un gouvernement corporatiste, ce qui est très antidémocratique, ce qui est vraiment étonnant provenant de Bouchard, qu'il ait donné un peu sa bénédiction à tout ça. Et donc, de quoi ça a l'air en gros? Ouais. Hein, on va avoir maintenant 99 conseillers municipaux. Il y a 3 classes de conseillers. Les classes A, élus par les propriétaires seulement, classe B, propriétaires et locataires, et classe C, ils ne sont même pas élus, ils sont nommés par un certain nombre d'associations privées à Montréal, l'Université McGill, différentes associations. Donc, on est vraiment... syndicats, parce que je sais Oui, que Louis Laberge exact. avait été un de ses conseillers municipaux dans les années absolument. 50. Donc, on est devant un régime totalement antidémocratique pour Montréal, un régime d'ailleurs qui va avoir des conséquences un peu désastreuses sur la participation électorale là, qui chute brutalement dans les années qui suivent. Tout ça va être seulement démantelé dans les années 60 de manière assez graduelle. Donc, c'est vraiment étonnant. Oui, c'est un des épisodes sombres, un peu, puis un des échecs aussi quand même sur le plan municipal de la carrière de Bouchard. Alors, parallèlement à toute cette activité extrêmement intense sur le plan municipal, il devient député libéral, ministre. Alors, dans quelles circonstances, justement, devient-il député libéral? J'ai envie de dire, c'est pas surprenant qu'il ait choisi ce parti, mais dans quelles circonstances? Bien, c'est ça. D'une certaine manière, c'est pas étonnant que lui ait choisi ce parti-là. C'est étonnant que ce parti-là ait choisi Bouchard, d'une certaine manière. Parce qu'il était plus modéré que lui. Oui, ça. Exact. Donc on l'a vu, le Bouchard, 17-18 ans, donne déjà des discours, il est dans les coulisses. D'ailleurs, il participe à une institution de Saint-Hyacinthe importante, la Petite Messe. Tous les dimanches, le député fédéral Jean-Baptiste Blanchet réunit un peu les petites élites libérales radicales locales, et là, on discute de stratégie, on débat des grandes affaires de l'heure. Donc, lui est invité là comme journaliste. Mais il se fait des amis. C'est vraiment comme ça qu'il entre vraiment dans la structure donc, du parti. Donc, il est déjà sur le terrain, il est déjà dans ce réseau-là. En 1908, on va l'approcher pour la première fois pour sonder son intérêt pour être député provincial. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a des résistances importantes au sein du Parti libéral pour 2 raisons. En tout cas, lui, notamment dans ses mémoires, il revient beaucoup là-dessus. Ça le hante. Il soupçonne que ses origines ouvrières passent mal dans le parti. Donc, c'est quelqu'un d'origine un peu trop modeste, peut-être, pour ce poste-là. Et ses idées. Et donc, il a déjà commencé à beaucoup écrire dans les journaux. On sait où il loge et on a peur qu'il soit un boulet, surtout qu'on est à l'époque où Bourassa a le vent dans les voiles. Donc, on l'écarte en 1908 et je soupçonne que ça va lui rester à travers de la gorge. En 1908, c'est Henri Bourassa qui est élu député donc, de Saint-Hyacinthe avec donc, la Ligue nationaliste. Donc, il faut attendre à l'élection suivante, 1912. De nouveau, on met son nom de l'avant. Et là, cette fois-ci, il n'y a rien pour l'arrêter. Donc, il devient député donc, provincial pour la première fois. Parce que justement, je disais dans la présentation, mais peut-être un mot là-dessus. On a l'impression que son héros, c'est Wilfrid Laurier, mais que sa tête de Turc, c'est Henri Bourassa. Peut-être un mot là-dessus. Oui, absolument. Pourquoi? Ça explique bien où il loge et pourquoi il bataille. Donc, Laurier est clairement son héros depuis un petit bout de temps. Il va le rencontrer en 1905. Il fait partie d'une petite délégation de notables de Saint-Hyacinthe qui vont à Ottawa rencontrer le premier ministre. Et comment dire, c'est un coup de foudre politique. Hein. Il adore Laurier. Pour lui, Laurier incarne sa vision un peu de la place du Canada français dans le Canada. Donc, un certain bon ententisme, un bilinguisme, oui, défense du Canada français, mais résolument tourné vers le progrès, défait de toute forme d'obscurantisme. Et tout ça, pour lui, Laurier incarne ça. Et pour lui, Bourassa, c'est le contraire. C'est d'une part, on sent que Bouchard lui en veut littéralement d'avoir trahi Laurier, d'avoir quitté. Donc, il faut se rappeler, Bourassa quitte le gouvernement Laurier lors des débats relatifs à la guerre des Boers, à la participation du Canada donc, dans une aventure impériale britannique, devient une figure de proue du nationalisme, d'un nationalisme quand même assez proche de ce clérico-nationalisme dont on parlait. Donc, pour Bouchard, le Bourassa, c'est l'ennemi à abattre. Et d'ailleurs, il l'attaque constamment et de manière assez brutale dans les journaux. Alors, vous disiez, il fait peur un peu au Parti libéral. Oui. On hésite, finalement, il devient député. Mais ce qui est frappant, quand on regarde
les titres, enfin la participation, parce que les libéraux sont au pouvoir jusqu'en 1936, hein, c'est une hégémonie, c'est le parti naturel de gouvernement, mais ça va prendre beaucoup de temps avant qu'il accède au cabinet. Exact. Alors, on imagine que c'est peut-être un peu cette explication. Oui, écoutez, Bouchard est un atout et un boulet pour le Parti libéral. C'est fascinant. Là, donc, il est élu en 1912. Le Parti libéral va éventuellement l'abandonner. D'ailleurs, il va perdre ses élections en 19. En 19, le Parti libéral le lâche, puis soutient un candidat indépendant, Armand Rousseau, si je me souviens bien. Mais peu importe. Donc, Bouchard perd parce que le parti l'abandonne. Il va rentrer en bonne grâce en 23 puis revenir au parti, mais on est constamment en train de chercher des manières de le tasser, hein, parce que justement, il est nuisible parce qu'il attaque constamment le clergé. Le Parti libéral ne veut pas apparaître comme anticlérical. Il attaque les nationalistes. Le Parti libéral veut quand même aller chercher cet électorat-là et Bouchard est incapable de lâcher le morceau. Donc, on va constamment essayer de l'enferger. C'est fascinant. Donc, en 28, par exemple, il essaye de présenter un truc là, pour l'hydroélectricité. C'est son propre premier ministre, Taschereau, qui le coince avec des manœuvres parlementaires pour pas qu'on discute du projet. On va le nommer orateur adjoint, donc président de l'Assemblée maintenant. Et dans le fond, on veut se débarrasser de lui, donc on lui donne des tâches administratives. 28. De l'occupationnel, disent certains. Exact. Et on finit par le nommer président de l'Assemblée, donc orateur, comme on dit à l'époque, en 1930. Et là, on espère l'occuper avec juste la gestion des procédures parlementaires. D'ailleurs, il va rapidement les maîtriser finement. Et il trouve quand même le moyen de continuer à faire ce qu'il fait si bien. Donc oui, il embête le gouvernement jusqu'à un certain point. On est pris un peu avec lui, mais éventuellement, effectivement, on va lui confier un ministère. Mais justement, comme c'est un personnage réformateur, pugnace, libre d'esprit, comment expliquer qu'il n'ait pas joint le nouveau parti, hein, l'Action libérale nationale, qui est fondé en 1934, qui va se fondre avec le Parti conservateur dans l'Union nationale. Mais au départ, l'Action libérale nationale, ce sont des libéraux dissidents. Oui. Un peu comme Bouchard est un libéral qui est un franc-tireur. Oui. Alors pourquoi il n'a pas embarqué dans cette aventure? C'est une excellente question. Et donc on est dans les années 30, c'est la crise économique. Le Parti libéral est là depuis longtemps, beaucoup de patronage, beaucoup de corruption. D'ailleurs, j'aurais dû souligner une des choses qui irrite les collègues de Bouchard, c'est qu'il est d'une intégrité sans faille. Il est constamment en train de critiquer ses propres alliés. Dans les conceptions d'intégrité. Oui, de l'époque. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais il ne pige pas dans la caisse, mais exact. bon. Oui, tout à fait. Mais il critique ses collègues pour leurs écarts de conduite. Oui. Donc, il y a un certain nombre de jeunes députés libéraux qui veulent du changement. Notamment dirigé par Paul Gouin. Et effectivement, donc ils vont commencer par brasser la cage un peu à l'intérieur du parti. Ils finissent par le quitter lorsqu'ils voient que Taschereau refuse de bouger. Ils créent l'Action libérale nationale. Et effectivement, ça aurait semblé presque un développement naturel que Bouchard se joigne à eux et même qu'ils prennent la tête du parti parce que plusieurs de ces jeunes députés trouvent que Gouin est quelqu'un de pas très connu, qui n'a pas assez d'expérience. Bouchard leur semble une bien meilleure prise. Donc, il y a des rencontres et Bouchard lui-même en parle. Il va rencontrer ces jeunes députés-là, même après qu'ils aient quitté le navire. Il a des discussions avec eux. Et là, il y a un peu deux thèses qui me semblent complémentaires jusqu'à un certain point. Clairement, Bouchard est quand même loyal à son parti. Je n'ai pas l'impression qu'il aurait trahi, qu'il aurait poignardé dans le dos donc ses collègues, aussi critiques soient-ils. Mais à mon avis, il n'y a pas seulement ça. Il y a aussi le fait que l'Action libérale nationale va quand même tourner les yeux vers un certain nationalisme canadien-français, va se rapprocher aussi du clergé à travers, va les piger dans le programme de restauration sociale. Oui, Paul Gouin était un grand admirateur de Groulx. Exact, exact. Donc ils vont piger de ce côté-là, hein, donc d'un certain nationalisme. Ils ont un pied dans une sorte de préfiguration de la Révolution tranquille, mais un pied aussi dans le corporatisme catholique et tout ça. Donc je soupçonne que pour Bouchard, il y a comme une ligne là, infranchissable plus importante que la question de la loyauté au parti. Je pense que justement, il ne se reconnaît pas entièrement. On traverse trop de lignes rouges pour lui dans ce parti-là. Et là, lorsqu'il refuse, ou en tout cas lorsque ces discussions n'aboutissent pas, il se passe deux choses. Taschereau va de l'avant avec des mesures en vue de l'étatisation de l'hydroélectricité, et il nomme Bouchard ministre. Donc là, on va dire Bouchard est enfin récompensé pour sa loyauté ou quelque chose comme ça. Il y a une autre manière de lire quand même, de voir en ça que Taschereau est désespéré. Il y a une sorte d'aile réformiste qui l'attaque. Donc, quel meilleur signal envoyer que de faire entrer Bouchard donc, au Conseil des ministres. Donc, il est nommé ministre des Affaires municipales, une fonction pour laquelle il est particulièrement bien. Là, il ne sera pas là très longtemps, par exemple. Et justement, et donc, de 36 à 39, franchement, ça m'avait échappé. J'avais oublié cet élément-là, mais il sera, parce que
quoi, Adélard Godbout avait été battu? Exact. C'est ça. Exact. Ça, j'avais oublié. Moi, j'étais sûr qu'il avait été chef de l'opposition, mais non. Oui. Le chef de l'opposition en titre, de 36 à 39, le Bouchard. premier chef de l'opposition de Maurice Duplessis, c'est nul autre que Tédé Bouchard. Alors, écoutez, tout opposait ces deux hommes-là. Ça devait être un combat de coq. Oui, bien, tout opposait, mais en même temps, ils étaient parfaitement faits l'un pour l'autre, Ouais, sans hein, vouloir oui, sonner hein. trop romantique. Mais juste revenir en arrière, oui, c'est ça. Donc, il y a cette élection où l'Union nationale gagne contre Oui. toute attente. Le Parti libéral est défait, puis effectivement, Godbout n'est pas réélu. Bouchard est réélu de peu. Et là, il y a une hésitation. Qu'est-ce qu'on fait? On ne veut pas écarter Godbout comme chef, surtout qu'à Ottawa, les libéraux à Ottawa disent qu'ils ne veulent surtout pas Bouchard comme chef de parti, mais comme chef de l'opposition, pourquoi pas? Donc, on le pousse à l'avant-scène. Et effectivement, comme je dis, d'une certaine manière, ils sont faits l'un pour l'autre, à mon sens, parce que les deux sont d'une compatibilité extrême. Les deux connaissent très bien les règles parlementaires. Ah, oui, ils savent exactement jusqu'où ils peuvent aller sans briser les règles. Donc, écoutez, ils sont constamment en train de faire monter la température jusqu'à l'extrême limite de l'acceptable. Donc, c'est deux batailleurs de rue jusqu'à un certain point. Puis, on a presque l'impression qu'ils apprécient ce chamaillage-là. D'ailleurs, éventuellement, quand Bouchard va tomber en disgrâce et tout ça, Duplessis va avoir des mots quand même assez sympathique pour son ancien adversaire. Mais oui, tous les séparent sur le plan idéologique. Maurice Duplessis incarne justement ce nationalisme que déteste Bouchard, la proximité au clergé, la loi du cadenas pour lui. Oui, mais en même temps, la loi du cadenas, c'est une loi qui est presque votée à l'unanimité, non, en 1937? Bouchard n'est pas d'accord. Ah non? Ah, non. Est-ce qu'il s'abstient? Est-ce qu'il est chef de l'opposition? Je ne me souviens pas, mais dans son discours, là, lorsqu'il attaque Duplessis sur cette mesure-là, il insiste beaucoup sur le fait que ce n'est pas l'anticommunisme le danger. Puis là, écoutez, la menace hitlérienne apparaît. Et là, ce qui va dire la menace, elle est fasciste. Il faut s'attaquer. C'est l'antifascisme qu'il nous faut et non pas de l'anticommunisme. Donc, oui, il attaque la loi, cette loi-là. Il se sent aussi trahi parce que Duplessis, lors de la campagne électorale de 1936, va quand même jouer la carte de l'étatisation de l'hydroélectricité. Il y a le docteur Hamel qui est de son côté. Et Bouchard est presque content, d'une certaine manière, que du côté de Duplessis, il y ait quelqu'un qui partage ses idées. Et là, Duplessis ne fait rien concrètement. Et là, Bouchard l'attaque aussi là-dessus. Puis il va de soi que Duplessis s'était bien amusé dans le comité des comptes publics pour démolir Taschereau. Donc, dès qu'il y a le moindre scandale, Bouchard ne lâche pas le morceau et va remettre ça, évidemment, au visage de Duplessis. Donc, c'est vraiment des années de... C'est intéressant. C'est intéressant ce que vous dites sur l'antifascisme de Bouchard. Ça aussi, c'était une ligne de fracture. Oui. L'anticommunisme versus l'antifascisme. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que Bouchard a été un des premiers défenseurs de la France libre. Exact. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de nationalistes traditionnalistes qui ont Absolument. flirté avec Vichy, avec ce courant à l'époque, alors que Bouchard et d'autres, les libéraux de Québec notamment, ont été très, très ouverts ont été les premiers à accueillir... c'est important de le souligner. Encore là, ça nous parle de la personnalité de Bouchard, c'est-à-dire que le Québec va prendre un certain temps, en tout cas, ces élites vont prendre un certain temps à se rallier majoritairement à la France libre. On va tolérer Vichy pendant un certain temps. Et Bouchard, effectivement, est un de ceux qui facilite l'arrivée des agents de la France libre. Et sa fille, Cécile Hénin, s'engage rapidement dans l'armée. Elle monte, elle va finir major. Puis elle est une courroie de transmission très importante entre les agents de la France libre, le gouvernement québécois, le gouvernement canadien. Elle est très impliquée dans ce rapprochement-là. Donc, c'est intéressant de le souligner. Il faut dire que Bouchard, durant la guerre, va justement ne jamais être sympathique à l'idée de la conscription, mais en même temps, il va être pour un effort de guerre total contre les puissances de l'Axe. Oui, intéressant. Alors, les libéraux d'Adélard Godbout, on l'a dit, c'est vraiment un gouvernement. Évidemment, c'est un gouvernement qui a été accusé d'aplaventrisme devant le fédéral par les adversaires de l'Union nationale. Et ce n'est pas complètement erroné. Ça a été une époque difficile de ce point de vue-là. Mais en même temps, pour d'autres mesures, les libéraux d'Adélard Godbout ont adopté des lois très importantes, très, très structurantes. Et il y avait notre collègue Jacques Rouillard, qui avait insisté sur le programme qui avait été façonné en 1938. Donc, en 1938, les libéraux, en congrès, adoptent ces mesures qui vont être adoptées durant les années 40, durant la guerre.
Et la question qu'on peut se poser, est-ce que Bouchard a joué un rôle durant ce congrès pour amener ses propositions? On en reviendra sur ses propositions. Mais oui, c'est une excellente question. En fait, même que, selon certaines sources, le congrès est organisé à cause de Bouchard, c'est-à-dire à cause de sa grande visibilité de 36 à 39, on le voit en chambre, il est partout, il est très représenté. Il est bon. Hein? Il est bon, il est efficace. Donc il commence à être très populaire jusqu'à un certain point et ça commence à inquiéter dans les rangs libéraux. On commence à trouver qu'il éclipse. Godbout n'est pas en chambre. Donc Godbout est complètement dans l'ombre. Et là, ça commence à inquiéter des gens à Ottawa qui voient justement que Bouchard, son étoile, devient de plus en plus brillante, contrairement à celle de Godbout. Donc on se dit que un congrès en 1938 permettrait de confirmer le leadership de Godbout, de remettre Bouchard à sa place jusqu'à un certain point, puis de montrer aussi, de faire un front uni, donc de manière publique. Donc le congrès de 1938 s'ouvre et effectivement, c'est un congrès très important parce que c'est le virage à gauche jusqu'à un certain point du Parti libéral. On adopte effectivement toute une série de mesures et de mesures, en tout cas de promesses plutôt progressistes. Et oui, Bouchard est vraiment aux premières loges. Il va aider Thérèse Casgrain à faire adopter... On a parlé de ça ici même. Exact. Donc, il va aider Thérèse Casgrain à faire passer une résolution sur le vote des femmes. D'ailleurs, il faut le dire, Bouchard... il n'en a jamais fait une cause pour laquelle il a milité très activement, mais il votait toujours en faveur. Presque à chaque année, il y a une motion qui est battue en Chambre sur le vote des femmes. Bouchard est toujours pour et quelqu'un qui a toujours soutenu donc, cette mesure-là. Donc, il aide Casgrain à faire passer cette mesure-là. Il en fait passer d'autres. Abolition du Conseil législatif. Ça va se faire plus tard, finalement, mais il y a déjà un engagement. La question, justement, de l'étatisation de l'électricité, l'éducation obligatoire, une des causes à laquelle il tient. Donc, pour Bouchard, le congrès de 1938, c'est une victoire parce que plusieurs des causes pour lesquelles il milite depuis très longtemps sont entérinées dans le programme, donc qui va être le programme du gouvernement Godbout. Donc, on peut vraiment voir ce congrès-là comme c'est un moment victorieux pour Bouchard, même si donc l'unité est réaffirmée, Godbout est le chef, les deux se présentent ensemble devant le public pour bien montrer qu'il n'y a pas de froid, il n'y a pas de différence entre les deux. Et justement, donc, ce gouvernement est élu en 1939, dans le contexte que l'on sait, Duplessis déclenche des élections précipitées, essaie de jouer la carte de la conscription, mais finalement, ça va se retourner contre lui. Donc, les libéraux arrivent au pouvoir et il y a 3 mesures phares. Donc, on a parlé du droit de vote des femmes. Vous dites que ça, c'était une cause importante. Il a toujours soutenu ça. Oui, puis oui, allez-y. Oui, on peut ajouter, il y a quelque chose d'amusant aussi dans cette histoire-là. C'est une anecdote à laquelle j'ai un peu de misère à croire, mais qui montre encore la place qu'occupe Bouchard dans les mythologies politiques à l'époque. Donc, Godbout va dire « Je suis un gentleman, je tiens ma promesse. On s'est engagé à adopter le droit de vote des femmes. On va le faire. » Le haut clergé... En début de mandat, là, en 1940. Oui, absolument. En commençant, le cardinal Villeneuve n'est pas content, le haut clergé n'est pas content, un certain nombre de nationalistes, Henri Bourassa n'est pas content. Donc, il y a beaucoup de pression sur Godbout pour qu'il recule, pour qu'il n'aille pas de l'avant. Et là, la légende veut qu'en entrevue, Godbout avec Villeneuve, avec le cardinal Villeneuve, il lui aurait dit, écoutez, si je suis obligé de revenir en arrière là-dessus, je vais être obligé de démissionner et c'est Bouchard qui va devenir premier ministre du Québec. Et là, apparemment, que Villeneuve aurait dit, écoutez, j'ai un peu de misère à y croire, mais c'est une belle anecdote. C'est crédible. Oui, mais... C'est crédible parce que c'est vrai que, vrai que si Godbout avait démissionné, ça aurait été la carte de rechange presque automatique avec la popularité de Bouchard. Oui, il y aurait quand même eu des obstacles. Mais, en tout cas, et là, cardinal Villeneuve a dû faire un petit malaise cardiaque. Non, pas Bouchard, n'importe quoi, mais pas ça, s'il vous plaît. Exact. Ah non, ça n'aurait pas été le premier choix du clergé. Et donc, l'instruction obligatoire, ça remonte à où, cette cause-là, chez Bouchard? C'est très important, c'est pour comprendre son nationalisme, pour comprendre comment il voit le Canada français. Ça, c'est 1943, je le rappelle. Donc 1943, on adopte l'instruction obligatoire jusqu'à l'âge de 14 ans. Dès 1904-1905, il y a des textes de Bouchard. Il croit beaucoup à ça. Pour lui, l'éducation est le tremplin et le levier. Et je trouve qu'il y a quelque chose de fameux parce qu'il reprend les idées de son père. Son père voulait que ses enfants soient éduqués. Lui-même a fait des cours du soir. C'était le levier de promotion sociale pour se sortir de la misère. Et pour Bouchard, lui reprend vraiment cette idée-là que l'éducation, c'est la manière de sortir le Canada français de la misère, de l'obscurantisme. Pour lui, c'est vraiment une idée directrice. Donc, pour lui, c'est l'instruction obligatoire, la gratuité, très importante pour un fils d'ouvrier, la question de mettre le clergé dehors. Il faut laïciser l'éducation, il faut l'orienter vers les matières pratiques, la question de l'arithmétique, il faut apprendre l'anglais. Pour lui, c'est important, la question du bilinguisme. On en reviendra là-dessus. On y reviendra. Mais donc, c'est vraiment, oui, c'est quelque chose qui... Écoutez, il est maire, puis en théorie, il n'a rien à dire sur l'éducation.
déjà, il commence à bombarder Québec avec des demandes de réformes sur le plan de l'éducation. C'est quelque chose qui lui tenait beaucoup à cœur et sa vision du nationalisme canadien-français, c'était ça. C'était écarter la superstition. On pourrait parler de son rapport aux religieux. Il est un catholique. On soupçonne une certaine piété discrète. Il a des bons amis dans le clergé, ses confesseurs et tout ça, mais il déteste la superstition, il déteste le cléricalisme, c'est-à-dire le fait que le clergé interfère en politique. Et tout ça, il déteste ça. Pour lui, c'est tenir les gens dans l'ignorance, c'est ce qui affaiblit le Québec. Donc, en fait c'est un défenseur, on pourrait dire, d'une véritable autonomie du sujet. Oui, hein? On exact. pense par soi-même, donc pour oui. penser par soi-même, il faut être éduqué. Et donc, c'est le libéralisme des Lumières. Voilà, c'est la raison tout à fait. triomphante sur l'obscurité. Oui, tout à fait. Et en 1944, là encore, dans la mémoire collective, Hydro-Québec égale Maître chez nous 1962. Alors ça, c'est le genre de petites questions de vous arpents de piège, là. Mais 1944, c'est-à-dire que malheureusement pour Adélard Godbout, on a oublié que la fondation d'Hydro-Québec, c'est 1944. Parlez-nous de l'événement et du rôle que va jouer Bouchard, peut-être. Oui, ben donc même ça commence en 43. La loi est adoptée en 43. Hydro-Québec est créé en 44. Donc c'est ça revient dans les années 30. Au départ, c'est une coquille, donc on crée la coquille. Ben, c'est qu'au départ, c'est ça. On revient au fait que l'électricité est produite dans les villes. Elle est contrôlée par des compagnies privées. Donc, lorsqu'Hydro-Québec est créé 43-44, lorsqu'on adopte la loi, on commence vraiment à la pièce. On va s'attaquer au plus gros monopole, qui est la Montreal Light, Heat and Power, qui est une entreprise très puissante, très influente, qui contrôle la distribution de l'électricité à Montréal, qui est une très mauvaise actrice corporative, qui graisse la patte de beaucoup de politiciens à Québec pour justement préserver ses privilèges. Donc, on commence par ça. On va étatiser la Montreal Light, Heat and Power. C'est ça le noyau d'Hydro-Québec. Et ensuite, donc, on lui donne le mandat d'électrifier les campagnes. C'est un problème à l'époque. Donc, les centrales sont dans les villes. Elles n'ont aucun intérêt à aller porter de l'électricité à des gens qui vivent sur des rangs séparés par des distances quand même assez importantes. Donc, Hydro-Québec va être ce noyau-là, plus l'électrification des campagnes, d'ailleurs sur laquelle Duplessis va rouler pendant un certain nombre d'années à son retour au pouvoir. Sauf qu'il va fonctionner avec des petites coopératives. Oui, il ne va pas opter pour la solution étatique, mais pour la solution coopérative. Et donc, il va même devenir un des premiers présidents. Racontez-nous un peu. Donc c'est là que les choses commencent à se compliquer pour Bouchard. Et donc, pour Bouchard, le congrès de 38, c'est la victoire de ses idées. Voilà. Et lorsque Godbout arrive au pouvoir, il fait de Bouchard un ministre. Et écoutez, c'est le doyen des ministres. Il commence à être là depuis longtemps, Télésphore Damien. Et donc, c'est le doyen. Il a beaucoup d'autorité quand même. Il est très présent. On lui donne 2 ministères, la voirie et les travaux publics. Il a la main sur le, sur le robinet pour tout ce qui est argent, pour tout ce qui est patronage. Et là c'est là que son intégrité se révèle. Il ne lâche pas un pouce. Il est d'une rigueur terrible. Et là, ses collègues détestent ça parce que là, eux, ils viennent de revenir au pouvoir après 3 ans dans l'opposition et ils sont pressés de recommencer à collecter des faveurs. Bonnes vieilles habitudes. Oui, exact. Et Bouchard ne veut rien savoir. Il les bloque constamment. Et là, en 1942, justement, à cause de ces pressions-là, Godbout va lui enlever les travaux publics. Il lui laisse la voirie, mais il lui enlève les travaux publics. Et là, le patronage, en tout cas, reprend. Et là, Bouchard est vraiment pas content. Et il l'exprime de manière assez claire. Dans les journaux, dans les discours, avec ses collègues, il commence à critiquer son propre gouvernement. Il est en rupture de banc, là. Oui, exact. Il est vraiment fâché, il rue dans les brancards. Il commence à devenir difficile à gérer jusqu'à un certain point. Les rumeurs d'un différent entre lui et Godbout se répandent. Ils essaient encore une fois de rattraper un peu les choses, mais sans grand succès. Et là, on commence à réfléchir comment est-ce qu'on tasse Bouchard. Fait que là, on va penser à 2 choses. Comme il n'y a pas d'ambassade au Danemark. Exact. Il faut réfléchir à d'autres options. Exact. On peut pas le mettre dehors. Donc là c'est amusant. Ça ressemble à une sorte de pièce de théâtre d'été. Il y a des allers-retours. On va voir Bouchard. On lui dit, écoute, on t'offre la présidence d'Hydro-Québec. Bouchard dit, je veux rien savoir. Je suis content comme ministre, comme député. OK. Fait que là, on revient. On lui dit, OK, tu peux avoir ça. On insiste. Il dit, OK, je vais le prendre, mais je vais rester député. Je vais faire les 2 en même temps, plus être maire de Saint-Hyacinthe. Et là, non. Alors là, qu'est-ce qu'on lui offre? Un poste au Sénat. Vous allez pouvoir rester dans l'arène publique. On vous donne également un siège de sénateur, si vous voulez. Alors, ça commence à faire beaucoup, là. Ça commence à faire beaucoup, mais Bouchard résiste quand même. Il faut revenir à la charge encore et encore. Et là, Bouchard sent bien que la rupture est un peu définitive avec Godbout. Et là, il va accepter et la présidence d'Hydro-Québec et le siège au Sénat. C'est quand même une retraite dorée, on s'entend. Mais Bouchard comprend bien qu'on est en train de le mettre dehors. Le temps file, Harold Bérubé.
un mot sur cette espèce de discours. Là, il nous reste 4 minutes, il faut aller vite. Oui. Mais un discours au Sénat qui va un peu causer sa chute. Alors, le 21 juin 1944, il fait un discours, là, mais qui va être qui va être du petit lait pour les nationalistes. Alors, résumé, on n'a pas le temps d'en lire des extraits. Oui. Quels sont les faits saillants de ce discours? D'abord, il y a un discours en anglais. Oui, c'est fascinant parce que c'est Bouchard qui est Bouchard. Puis dans le fond, pour la première fois de sa vie, peut-être, ça se retourne contre lui complètement. Donc, il commence en français très brièvement, puis ensuite, il enchaîne en anglais. À cette époque-là, donc, Louis-Athanase David a proposé la création d'un manuel d'histoire commun canadien-anglais, Canada-français, ce qui choque beaucoup les nationalistes, cette idée d'homogénéiser le programme. Et là, Bouchard va se porter à la défense de cette mesure-là. Mais là, les choses vont un peu dégénérer. Donc, il commence par trouver des contradictions, des coquilles dans les manuels. Il dit que tout ça, c'est la faute du clergé. Et là, il entre dans un mode presque un peu conspirationniste et on sent un peu de l'amertume. Là, il se met, et là, il reprend des idées de Jean-Charles Harvey, que l'Ordre de Jacques Cartier, qui est une société secrète créée dans les années 20 pour défendre les Canadiens français et tout ça, là, il se met à les voir un peu partout, à dire qu'ils sont derrière la victoire de l'Union nationale, ils tirent les ficelles à droite et à gauche, c'est de leur faute si l'enseignement national est si mauvais. Et là, il commence à impliquer le clergé, puis à indiquer assez clairement à qui il pense et tout ça. Alors là, il dépasse les bornes. Ce discours-là, écoutez, les critiques se déchaînent contre lui. Villeneuve va à Saint-Hyacinthe donner un énorme discours. Il ne le nomme pas, mais tout le monde sait de qui il parle. Ses ennemis, évidemment, Duplessis, pour lui, c'est du bonbon. Oui, c'est magnifique. Tous les nationalistes sont contre lui. Et on le voit, il est saisi. Il ne comprend pas. Au début, il est ébranlé. Il essaie de s'excuser dans les journaux, ce qu'il ne faisait jamais. On sent vraiment là, qu'à ce moment-là, il sent qu'il est allé trop loin. Et là, à partir de là, c'est l'éclipse. Bouchard est un peu marginalisé. On le met dehors d'Hydro-Québec. Godbout ne veut surtout pas que ça vienne entacher sa campagne contre Duplessis. Et là, c'est vraiment Bouchard est tassé une fois Alors, pour une toutes. carrière impressionnante, mais une fin un peu abrupte et triste. Oui. En 2 mots, là, à quoi ressemble sa fin de vie et que retenir de ce parcours? Mais là, on a 2 minutes. 2 minutes. Rapidement. Donc, il écrit ses mémoires. Oui. C'est un des rares politiciens qui écrit ses je pense, mémoires. 4 volumes. Il règle ses comptes. Il essaie de justifier ses choix. Il va beaucoup être impliqué dans la commémoration de Laurier. Les premiers monuments commémoratifs à Laurier, Bouchard est très impliqué. Il s'implique beaucoup aussi au niveau de l'unité nationale, donner des discours au Canada anglais et tout ça, essayer de réparer les pots cassés, de réunir la nation et tout ça. Et ensuite, dans les années 50, il a des problèmes de santé. Il vend ses journaux. Il n'est plus capable d'entretenir sa grande maison à Saint-Hyacinthe. Il déménage à Westmount. Il va finir ses jours. Sa fille reste à ses côtés. Et justement, comme ça, il disparaît lentement de la scène publique. Pour ce qui est de qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on retient de lui? Écoutez, il y a beaucoup de choses à retenir. Pour moi, c'est la richesse du parcours. Il est partout. Là. Il est maire, il est sénateur, il est député, il est ministre, il est journaliste, il écrit un peu partout. C'est l'hyperactivité du personnage qui est impressionnante, d'une part, et d'autre part, comme je le disais au départ, pour moi, c'est la liberté, le libéralisme. C'est quelqu'un qui porte hautement et fièrement ses idées libérales défendues par les Rouges, qui vont être reprises sous une forme ou une autre durant la Révolution tranquille. Donc, il est vraiment une présence lumineuse, si on veut, dans le ciel politique québécois durant une bonne partie là, du 20e siècle. Ben, écoutez, merci beaucoup à Harold Bérubé pour cet exposé. Merci beaucoup. Et donc, c'est un personnage qui est à étudier. Merci. Oui, absolument. Ça me fait plaisir.